lancé en France et dans le monde. Grande Thornton, l'instinct de la croissance. Voilà de retour dans le Club LC avec Yves Gégaud. Nous a rejoint sur ce plateau Guillaume Quérou, le président fondateur de Didaxis. On va parler de portage salarial. Vous allez voir, c'est très intéressant. On parle un peu de formation professionnelle, mais surtout de reclassement, de dynamique entrepreneuriale. Guillaume Quérou, soyez le bienvenu. Merci. Cette entreprise, vous l'avez créée en 2005 et en 2015, vous devriez atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. C'est donc une belle réussite. Vous êtes présent dans 25 pays. En deux petites phrases, Guillaume, est-ce qu'on peut résumer l'activité concrète de votre entreprise? L'activité, elle est très simple. C'est-à-dire qu'on permet à tout un tas de porteurs de projets et de créateurs de se lancer, de lancer leur activité et grosso modo de se créer leur propre emploi. Voilà, c'est ce que fait le portage salarial à l'origine. Et après, bon, on a pas mal diversifié dans un certain nombre de métiers, de secteurs d'activité et de pays. Et voilà, c'est le... Comment est-ce que vous vous payez quand vous accompagnez un porteur de projet d'entreprise? Sur des honoraires de gestion, en fait, on a des activités qui sont très proches de celles des pépinières, des couveuses, des incubateurs. Ce qui fait que tout ça, c'est un cercle vertueux. Et c'est aussi ce qui fait que on retrouve tout un tas d'entrepreneurs et de créateurs qui ont bien compris que l'entreprise reste un formidable ascenseur social et qu'il y a possibilité aujourd'hui de trouver des opportunités quand on se retrouve, par exemple, en recherche d'emploi à un moment donné de sa vie. Alors, en recherche d'emploi à un moment donné de sa vie, il y a un secteur en France qui est extrêmement touché par les coupes budgétaires et donc par les réductions d'effectifs. Alors, en recherche d'emploi à un moment donné de sa vie, il y a un secteur en France qui est extrêmement touché par les coupes budgétaires et donc par les réductions d'effectifs, c'est le ministère de la Défense. Vous le savez, François Hollande a tranché il y a quelques jours en estimant que les réductions budgétaires au ministère de la Défense n'iraient pas au-delà de la loi de programmation militaire telle qu'elle a été souhaitée par le Livre blanc. Et pourtant, plusieurs dizaines de milliers de soldats, notamment, quittent le ministère de la Défense pour se retrouver sur le marché du travail. On va le voir, c'est là que Didaxis intervient. État des lieux du ministère de la Défense, dit-on parfois au bord de l'implosion. Olivier Santiki. Expliquer le livre blanc, le justifier. Pour le ministre Jean-Yves Le Drian, la Défense a évité le pire face au rabot des financiers de Bercy. Elle ne sort pourtant pas indemne du bras de fer. Outre 10 000 suppressions de postes déjà décidées, il faudra en réaliser 24 000 autres, soit 34 000 d'ici 2019. Retranché du volume global de 285 000 personnes, cela laissera un effectif de 251 000 et des traces sur la carte des implantations de bases et de régiments dans les régions, mais aucun détail à ce stade. Du coup, les ambitions opérationnelles sont réduites. Non plus 30 000, mais 15 000 hommes projetables en opération extérieure. Et au lieu de 70 avions de combat, seulement 45. Le livre blanc conforte en revanche plusieurs réalités. Le modèle d'une armée professionnelle, la dissuasion nucléaire comme pierre angulaire, la participation au commandement intégré de l'OTAN. Et il annonce un renforcement dans plusieurs domaines. Les forces spéciales, les drones, le renseignement, notamment spatial, grâce aux satellites. Voilà, je vais donner la parole à Guillaume tout de suite, Yves Gégaud, mais lorsqu'on voit l'état de nos armées, est-ce que pour vous, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la défense française est une situation inquiétante? Oui. Oui, je crois que pousser les feux de l'économie à ce point-là rend notre pays plus fragile. Quelle est la réponse? C'est l'Europe. Au fond, si nous arrivions à faire avancer plus vite cette Europe, à construire une mutualisation de nos moyens à l'échelon de l'Europe, on pourrait continuer cette politique d'économie. Quand on cumule toutes les dépenses militaires de l'ensemble des pays d'Europe, on dépasse très largement... En même temps, vous savez, il n'y a que 2 pays en Europe qui sont capables d'avoir un budget de la défense digne de ce nom, c'est la France et le Royaume-Uni. Oui, mais on peut mutualiser beaucoup de choses avec d'autres pays d'Europe. Je crois que l'Europe est une vraie réponse en matière de défense, d'abord de cohérence à l'échelon d'un territoire, et puis aussi d'économie budgétaire. À l'Europe, il n'y a pas d'armée européenne. Il faudrait réintégrer davantage les commandements de l'OTAN. Vous trouvez normal que quand on veuille acheter un drone, on aille l'acheter en Israël parce qu'on ne trouve pas une offre de drone à l'échelon de l'Europe? Je crois qu'il y a une vraie stratégie à la fois militaire de défense à bâtir à l'échelon du continent européen, et évidemment une stratégie industrielle qui est liée, et qu'il n'y a pas d'autre solution pour rationaliser nos dépenses militaires que de travailler sur cet axe européen.
Mais au-delà de ça, le gouvernement, s'il reste sur le cadre national, quel cadre aujourd'hui, hein, l'Europe avance pas assez vite, nous n'avons cessé de le dire pendant toute la période des élections européennes, si on reste dans le cadre national, effectivement, nous sommes arrivés à un moment où on va désarmer un peu trop la France, et dans un monde dangereux, c'est pas une bonne chose pour notre dimension, notre rayonnement international. Bon, là, c'est l'analyse politique du volet réduction des effectifs au ministère de la Défense, Guillaume Quéroux. Très concrètement, votre entreprise intervient, notamment, j'ai cru comprendre, auprès des officiers supérieurs, pour tenter de les reclasser, de faire peut-être un bilan de compétences et de les relancer à partir d'un projet sur une nouvelle activité professionnelle. Comment ça se passe très concrètement? En fait, on est parti finalement de l'activité historique de Didaxis, qui était finalement l'accompagnement à la reconversion d'un certain nombre de demandeurs d'emploi et accessoirement de créateurs d'entreprises, pour essayer de voir comment, dans une population de militaires, donc ils sont rompus à l'international, ce sont des professionnels aguerris qui ont voyagé à l'international. Il se trouve que la croissance en France, il n'y en a pas, on l'a vu tout à l'heure. À l'international, espérons qu'elle reviendra on a un gisement pour créer de nouveau des emplois. On a un gisement, on a parlé de l'Europe, mais plus largement c'est l'Europe et l'international. Et finalement, ces militaires-là ont toutes les prédispositions pour pouvoir aller chercher de la croissance, aller créer des activités déjà avant de parler de créer d'entreprises. Et puis finalement, c'est ce qui a été impulsé finalement par le MEDEF avec le ministère de la Défense pour permettre sur une opération pilote à certains militaires qui sont volontaires de pouvoir être accompagnés par des entrepreneurs qui sont convaincus dans le rôle crucial des entreprises en France dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, notamment la lutte contre le chômage. Et puis, la recherche aussi de la croissance. Et très concrètement, quel type de projet aujourd'hui un officier supérieur, un officier ou un soldat du rang qui verrait son job rayé d'un trait de plume peut porter grâce ou avec Didaxis? Aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les militaires, comme tout un tas de Français, savent faire beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a fait 30 ans dans tel métier ou dans tel secteur qu'on ne sait faire que ça. Il se trouve qu'on a tous la capacité à créer quelque chose. Encore faut-il savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Des projets, et nous, en fait, notre rôle, il intervient sur là. des projets de sécurité voilà. ou autre. Non, même pas. Parce qu'en fait, le rôle, en tout cas, de Didaxis aujourd'hui, c'est d'accompagner en fait ces militaires à savoir ce dans quoi ils sont les meilleurs. Et en quoi ils vont pouvoir aussi. Vous avez un ou deux exemples concrets à nous donner ce soir? Il y a tout le travail d'accompagnement en amont, c'est-à-dire vous avez parlé tout à l'heure de formation, mais avant de parler de formation, il faut connaître en fait les compétences, les capacités de toutes ces personnes-là, et donc on les accompagne en amont sur un positionnement, et à travers des binomages avec des entrepreneurs, on leur permet de faire ce qui est le plus compliqué, ce que peut-être un certain nombre de personnes dans la salle ont fait, c'est de passer à l'acte. Parce que finalement, créer une entreprise, créer une activité, créer son propre emploi, c'est pas si compliqué que ça. Encore faut-il qu'on puisse se lancer. Le ministère de la Défense, Guillaume Quéroux, a des budgets encore pour accompagner financièrement cette reconversion en direction d'entreprises privées comme la vôtre? En tout cas, pour la partie parcours défense, en fait, sur laquelle moi je suis positionné, c'est totalement volontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entrepreneurs en France sont une force parce qu'ils savent générer de la croissance, créer de la richesse, créer des emplois, et c'est très contagieux tout ça. Et donc en binomant des militaires, comme on l'a fait dans le passé avec des demandeurs d'emploi, avec des chefs d'entreprise, eh bien on permet à tout un tas on a parlé d'officiers supérieurs, mais c'est plus largement même de militaires. Des fois, quand on est un peu haut dans la hiérarchie, on a peut-être plus de mal avec la prise de risque finalement, surtout dans ce corps bien spécifique. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'accompagner le plus possible de militaires qui vont avoir cette capacité après à prendre des risques, à créer des activités et notamment tourner vers l'international, vers l'innovation, vers l'industrie française qui est en souffrance pour, à long terme, permettre de générer une croissance, créer des emplois. Et c'est étape par étape, comme on l'a fait. Nous, on a accompagné en 10 ans près de 10 000 créateurs d'entreprises au sein de Didaxis.
Et puis après, plus largement, au niveau du club des entrepreneurs. Yves Gégaud, c'est une expérience que vous connaissiez, ce type d'accompagnement, de reconversion après un bilan de compétences pour aider les chômeurs, porteurs d'un projet, à créer leur propre emploi? Mais au fond, ce que dit Guillaume Quérou, c'est un des problèmes majeurs de notre pays, c'est la ressource humaine. On ne sait pas travailler la ressource humaine. L'employabilité de nos compatriotes, la formation initiale, la formation qui peut requalifier. Il y a, à l'international, c'est vrai, mais aussi en France, des sources d'emploi gigantesques dans tous les domaines. Vous pouvez, j'étais dans ma circonscription il y a quelques jours. Donc en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, je voyais un éleveur d'escargots. Ça fait sourire les éleveurs d'escargots. En Bourgogne, non, c'est Seine-et-Marne, oui. On doit consommer 50 tonnes d'escargots. On en importe 48 tonnes. Et l'éleveur d'escargots m'expliquait qu'avec très peu d'investissement, un peu de formation et un morceau de terrain, on peut faire vivre une famille en élevant des escargots. Et des exemples comme ça, vous en trouvez à tous les coins de rue. Notre pays ne sait pas avoir les moyens, la souplesse nécessaire pour travailler sur ces sujets-là. Et au fond, la lutte contre le chômage, c'est la compétitivité des entreprises, c'est le code du travail trop complexe, c'est la simplification, c'est la baisse des charges, c'est tous les sujets qu'on entend tous les jours et que notre ami Lorenzi aurait évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi un sujet qu'on n'aborde jamais, la ressource humaine en France. Mais en même temps, vous avez en face de vous un chef d'entreprise mais qui est sur ce secteur-là, qui l'a compris. Sûrement, tous les hommes politiques, à droite comme à gauche, vous expliquent qu'il y a trop de fiscalité, que le code du travail est trop compliqué, mais que font-ils lorsqu'ils sont aux affaires? Pas grand-chose, peut-être, pour les entrepreneurs, ou pas suffisamment. Si vous voulez qu'on s'oppose avec Guillaume Quérou, on peut y arriver sur ce sujet, mais au fond, moi ce que je veux dire, c'est que avec son entreprise, il nous montre le chemin de ce qu'il est possible de faire. Il nous montre qu'il y a des ressources exploitables d'emplois qui sont considérables. Il nous montre que, au fond, l'État devrait être celui qui facilite la vie des entreprises et qui est cet état d'esprit. J'ai travesti votre pensée. C'est le consultant en ressources humaines qui s'exprime là. C'est l'ancien consultant peut-être en ressources humaines, mais moi je suis frappé parce que vous savez, en tant qu'élu, on voit beaucoup de monde, de gens qui se retrouvent licenciés, qui n'ont plus d'activité et qui pourraient... C'est l'ancien consultant peut-être en ressources humaines, mais moi je suis frappé parce que vous savez, en tant qu'élu, on voit beaucoup de monde, de gens qui se retrouvent licenciés, qui n'ont plus d'activité et qui pourraient être utiles à tellement de choses. Mais vous êtes simplement qu'ils ne savent pas. Pour dire que globalement, je ne vais pas en faire une généralité, mais que le temps politique n'est pas celui d'entreprise, que parfois l'entrepreneur il a du mal à faire passer ses idées auprès du politique, et que parfois le politique, parce que les politiques sont aussi rarement des chefs d'entreprise, comprennent mal le monde de l'entreprise. Vous essayez de me faire dire en fait que... Non, j'essaierai de vous faire dire, je vous donne la parole. Les entrepreneurs et les politiques évoluent dans deux mondes totalement peut-être, oui, différents. par exemple, oui. Plus largement, effectivement, il faut que les deux, je pense, ont un rôle à jouer dans la situation dans laquelle est la France aujourd'hui. C'est vrai que les entrepreneurs ont la capacité à aider les politiques, si on veut bien les entendre, parce que c'est vrai qu'on a des discours d'un côté, puis on a des actes qui sont souvent entreprise, je vous aime, mais entreprise, je vous matraque. Et tout à l'heure, Yves Gégaud disait trop d'impôts tue l'impôt, mais dans la réalité, trop d'impôts, au final, tue l'emploi. Yves Gégaud, comment est-ce que vous expliquez, même si François Hollande a pris un virage en faveur de la politique de l'offre, comme disait Jean-Réveil Lorenzi tout à l'heure, en direction des entreprises, comment est-ce que vous expliquez que culturellement, on n'a pas cette affinité entrepreneuriale évidente en France par rapport à d'autres pays? On citait la Grande-Bretagne tout à l'heure, ou même l'Allemagne. Comment est-ce que ça s'explique assez rapidement? Il y a beaucoup de raisons idéologiques, politiques, d'avoir fait du patron, du chef d'entreprise, l'ennemi de la société. La conversion du gouvernement actuel et de la gauche actuelle, elle est très récente, elle n'est que très partielle. Le président de la République, sur ce sujet, est très contesté par une partie de sa majorité. Le pacte de responsabilité et au fond, a été décidé, cet affrontement du politique qui ne comprendrait pas dans la société, du chef d'entreprise qui serait seul à être vertueux et avoir besoin qu'on libère son énergie, c'est aussi un affrontement qui ne résume pas la situation. Je vais vous faire une confidence, c'est que les hommes politiques, ils ressemblent à la société. Ils ne sont que l'émanation de la société, ils ne sont que le miroir de la société. Et que le défi qui est devant nous, c'est de mobiliser tout le monde, de savoir-faire d'entreprises innovantes comme celle de Guillaume, les acteurs de l'économie, qui gère, je vous le disais tout à l'heure dans la précédente partie, mais qui gère plus de la moitié de la dépense publique.
Le MEDEF nomme 50 000 délégués dans les grandes entreprises paritaires françaises, les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie, toutes les structures qui gèrent la formation professionnelle, qui gèrent un argent public considérable. On en avait parlé avec les organisations syndicales. Ce que je veux juste dire, c'est que... C'est que le MEDEF ferait bien de balayer devant sa porte non, aussi. c'est qu'il faut qu'on s'y mette tous, les hommes et les femmes de bonne volonté, qu'on vit dans le même bateau, dans le même pays, que nos analyses doivent être partagées, qu'il faut que chacun comprenne l'autre. J'ai vu qu'une grande structure patronale invitait des députés à venir vivre la vie d'un chef d'entreprise. C'est une excellente idée. Et moi, j'invite un chef d'entreprise à venir vivre la vie d'un député, à voir la France qu'il ne voit pas forcément, pour qu'on se comprenne mieux, pour que chacun comprenne mieux. Parce que quand un chef d'entreprise devient ministre de l'économie, comme ça a été le cas assez souvent dans l'histoire récente, ou devient parlementaire, il n'est pas transformé par un coup de baguette magique en un quelqu'un qui ne comprendrait plus rien à la société. Donc on a une société bloquée, on a une société figée sur un modèle qui vieillit dans un monde qui change vite. Il faut adapter cette société. On n'y arrivera pas si on ne le fait pas ensemble. Voilà, on n'arrivera pas évidemment en un seul club LCI à réconcilier la sphère entrepreneuriale et politique. J'aimerais que l'on parle de vos choix de livres assez rapidement. Yves Gégaud, très beau livre. Pat Conroy, Le Prince des Marais. Vous m'avez dit, il faut le lire au moins pendant les vacances. C'est un super livre. Ah, c'est formidable. C'est un livre qu'on n'oublie pas, qu'on a envie d'offrir, qui est un monument de la littérature. C'est du Tennessee Williams, c'est du Faulkner pour l'ambiance. Oui, c'est plus que ça. C'est une ambiance, c'est un style, c'est des odeurs, c'est plein de choses. Enfin, c'est le livre qui vous marque, quoi. Moi, je suis fan de ce livre. Je suis content que vous l'ayez trouvé en pocket. Je vais vous le piquer d'ailleurs pour l'offrir à Guillaume peut-être tout à l'heure. Et c'est le livre qu'il faut lire cet été. Bon, le livre moins sexy, moins fun, choisi par Guillaume Quérou. Alors, on reste dans le management. Rework, réussir autrement, entrepreneur, auto-entrepreneur, patron ou salarié. Non, c'était un petit clin d'œil en fait pour tous ceux. Un gros clin d'œil. Ouais, c'est vrai que c'est très académique, très convenu. Maintenant, c'est justement permettre à tous ceux qui n'osent pas. On a près de 50% des Français qui veulent créer une entreprise mais qui n'osent pas. L'idée de ce bouquin-là, c'est de leur dire qu'on peut travailler différemment, qu'on peut créer des business sans forcément se prendre au sérieux, et que finalement tous les clichés de l'entreprise, ils sont cassés à travers ce bouquin, et c'est ça qui est intéressant et qui donne envie à ceux qui n'osent pas de se lancer. Voilà, le livre de Jean-Hervé Lorenzi, qui est toujours ici avec nous dans l'auditorium, c'est comme quoi il n'y a rien de nouveau, hein, Dette, 5000 ans d'histoire, c'est un best-seller, 100 000 exemplaires vendus aux États-Unis, l'histoire de la dette au travers des âges, c'est assez croustillant. Mes livres, très rapidement, Consommation année zéro, Raffaele Sichella, chez Cherche Midi. Jean-Paul Bedbez qui publie Nouvelle déco, Jean-Hervé Lorenzi, saison 1, 2013-2014. Et puis Transition écologique, mode d'emploi. On en parlera beaucoup à la fin de cette année, puisque normalement une loi de transition écologique arrive devant l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on termine ce Club LCI comme à chaque fois en chanson. On va accueillir ce soir avec beaucoup de privilèges et d'honneur Irma, vous la connaissez sans doute. Son premier album, I Know, a été vendu à